Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Gilles Le Breton. Vous êtes professeur spécialisé dans le droit, vous intéressez aussi à l'économie, vous avez publié plusieurs ouvrages et vous vous êtes lancé en politique aussi en étant élu député européen sur la circonscription dite du Grand Ouest, à savoir la nôtre sur la liste du Front National. Alors merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes au cœur de l'actualité au Parlement européen. Gilles Le Breton, quelle est l'ambiance en ce moment, en cette période de Brexit ? Alors, tout d'abord, bonjour. C'est une ambiance très contrastée, bien sûr. La Commission de Bruxelles, les partisans de l'Union européenne font grise mine, puisqu'ils sont totalement pris au dépourvu par le Brexit. Ils ne pensaient pas que les Britanniques majoritairement voteraient pour la sortie de l'Union européenne. Donc, ils sont consternés. Et nous, au contraire, le groupe Europe des Nations et des Libertés animé par Marine Le Pen, nous sommes au contraire pleinement ravis, puisque nous avons soutenu nos partenaires britanniques dans cette démarche de sortie. Et ce qui est très important, c'est qu'ils nous ouvrent la voie maintenant. Le Royaume-Uni est en train de démontrer qu'il est tout à fait possible de sortir de l'Union européenne sans qu'il arrive de catastrophes particulières. Pour l'instant, les marchés sont un peu agités, mais il ne fait aucun doute qu'ils vont rapidement reprendre leurs esprits et on va très vite réaliser que la vie continue pour le Royaume-Uni. Comme elle continue pour la Suisse, très bien, alors qu'elle est hors de l'Union européenne, et d'autres pays qui nous sont proches, de l'autre côté de la Méditerranée, ont des accords réguliers avec l'Union européenne ou des accords particuliers avec des États. Eh bien, ça leur permet d'accueillir des grandes usines et des entreprises françaises qui y vont, comme le Maroc par exemple. Exactement, mais la Suisse de ce point de vue est un très bon exemple, puisque la Suisse a pas mal d'accords avec l'Union européenne, mais sans en être membre. Et donc, c'est un petit pays qui montre bien qu'un État peut mieux défendre ses intérêts lorsqu'il reste souverain, sans être inféodé à une organisation supranationale comme l'Union européenne. Et il ne fait aucun doute à mes yeux que les Britanniques se sont notamment inspirés de l'exemple de la Suisse. Finalement, est-ce que, alors c'est pas du tout dans votre camp, mais en essayant de prendre un peu de recul, est-ce que tous ceux qui sont pour une Europe, partisans de l'Europe dite fédérale, finalement n'ont qu'à se mordre les doigts, parce qu'en réalité, cette Europe fédérale, elle aurait peut-être marché, on ne le sait pas, si elle avait été mise en place. Ce que cela signifie, c'était ne pas se contenter du simple libre-échange, mais se contenter des impôts au même niveau entre les États, des charges sociales au même niveau entre les États. Là, peut-être que les fédéralistes auraient gagné leur pari. Alors, peut-être, j'ai dit. Oui, je ne le pense. Moi, évidemment, je ne le pense pas, parce que je pense que pour fabriquer un État fédéral qui tienne debout, encore faut-il qu'il y ait un sentiment d'appartenance nationale. Si les États-Unis ont réussi à bâtir l'État fédéral que nous connaissons, c'est parce que c'est un ensemble d'États neufs et que les gens étaient vraiment portés par un sentiment d'appartenance nationale commune. C'est évidemment pas le cas en Europe. Nous avons chaque nation a sa propre tradition, sa propre culture, ses propres attentes. Et donc, une Europe fédérale est tout à fait impossible. À l'heure actuelle, la Commission de Bruxelles tente d'ailleurs de se réfugier dans cette perspective-là. Elle essaye de faire plus d'Europe pour répondre au mécontentement des peuples, mais c'est pas du tout ce que les peuples attendent, et je crois qu'elle va dans le mur. Mais pour faire une Europe fédérale, pour avoir ce même sentiment d'appartenance à une nation, il faut pas simplement se donner la main au moment des grandes commémorations. La langue est essentielle. Le rire est essentiel. Je dis souvent que quand vous êtes assis à côté de quelqu'un et qu'il rit en regardant un film avec Louis de Funès, c'est qu'il appartient à la même culture. Vous pouvez le faire avec un Sénégalais qui pourrait rire d'un film de Louis de Funès, et malheureusement même un Tchèque qui parle français ou un Allemand qui parle français n'a pas le même mécanisme d'humour. Et oui, c'est ça finalement appartenir à une même. Oui, ça montre bien qu'on peut vivre en bonne intelligence les uns à côté des autres, mais pas dans la même maison. Moi, je compare souvent les États-nations européens à des voisins. C'est-à-dire que bien sûr qu'il faut vivre en bonne intelligence, passer des accords pour que tout aille bien, mais de là à tout mettre en commun et à vivre dans la même maison, c'est hors de question.
Alors pourquoi les médias sont-ils toujours dans la caricature ou dans l'esprit de beaucoup de nos compatriotes, c'est-à-dire c'est soit on couche ensemble, mais si on couche pas ensemble, on doit mettre un mur de Berlin. Mais il y a d'autres hypothèses, on peut partager la même maison, on peut avoir des pièces séparées, mais voilà, il y a plein de choses de possibles dans les relations humaines, dans les relations internationales. Vous avez tout à fait raison, et ce qui est assez drôle, c'est qu'on nous traite nous d'extrémistes alors que nous préconisons justement pour l'avenir de l'Europe, une solution qui est une solution assez mesurée en réalité. Nous ne voulons pas d'États-nations qui seraient totalement repliés sur eux-mêmes, qui refuseraient de commercer entre eux, par exemple, mais nous ne voulons pas non plus d'une Europe fédérale qui briserait toute liberté. Nous voulons une solution intermédiaire, et c'est la solution d'ailleurs traditionnelle, celle que la France a inventée avec les traités de Westphalie en 1648. Nous sommes en fait fidèles à cette tradition qui a fait ses preuves. Et l'Union européenne, qui portait un autre modèle, elle, a échoué. D'ailleurs, on nous explique que la libre circulation, vous voyez, c'est fantastique, on peut aller en Italie sans demander un visa, en Angleterre, bon voilà, c'est un grand progrès, mais elle existe dans les traités d'État à État, et chaque État peut être libre, en fonction des nationalités, de mettre une barrière, un visa ou pas de visa. Le Vietnam, par exemple, a levé les visas touristiques récemment. Ils ont décidé de maintenir cette levée parce qu'eux-mêmes avaient compris que c'était de leur intérêt. Pour nous, on prend notre avion, on arrive, on passe quelques jours de vacances au Vietnam et on dépense quelques devises. Mais bien sûr, chaque État est absolument libre de dispenser les ressortissants d'un autre État de son choix de visa. Et souvent, ça se fait bien sûr sous réserve de réciprocité. Donc on négocie. C'est exactement le modèle qu'on préconise au Front National. De réciprocité ou d'intérêts qui peuvent être différents. Par exemple, le Maroc comprend très bien qu'il y a un visa pour les Marocains qui veulent venir en France parce qu'on a un système d'aide sociale très généreux. Et eux ont décidé de ne pas avoir cette réciprocité. Ont décidé de nous dire « venez dépenser votre argent ». C'est vrai. Donc ça dépend aussi. Voilà. C'est la liberté de négociation, c'est ce que nous préconisons. Voilà. C'est un modèle très souple. Alors, au cours des prochains mois, le Front National va évidemment se préparer pour l'élection présidentielle. On ne sait pas trop pour l'instant si cette affaire du Brexit va vous être favorable ou non. Parce qu'il est vrai qu'il peut quand même si les choses se passent bien, si la mer ne va pas se retirer, si la peste ne va pas toucher la Grande-Bretagne, il va quand même avoir techniquement une secousse économique en Grande-Bretagne pendant cette période, ça tombait pile au moment de cette élection présidentielle, parce que c'est vrai qu'il y a des entreprises qui vont devoir partir pour des raisons de brevets, etc. C'est purement technique. Mais la secousse va avoir lieu à ce moment-là. Oui, mais d'un autre côté, les Britanniques rapidement vont négocier pour se défaire d'un certain nombre de règles européennes dont ils ne voulaient pas et qu'ils ont été finalement contraints d'accepter. Donc ça va jouer dans les deux sens. Il va y avoir certains effets qui vont pouvoir apparaître dans un premier temps comme négatifs, mais il y en a d'autres qui vont montrer leur plus grande liberté. En particulier en ce qui concerne le domaine des affaires étrangères, ils ne seront plus liés du tout par les positions calamiteuses de l'Union européenne. Je pense notamment à la position de l'Union européenne sur la Syrie. Catherine... je ne sais plus comment elle s'appelle, Catherine Ashton, c'est ça qui s'était, il y a quelques années, tristement illustrée. Oui, exactement. Vous voyez de qui je veux parler. Elle était britannique, c'était l'ancienne commissaire chargée des affaires extérieures, elle était britannique en effet. Mais là, à l'heure actuelle, on a une femme extrêmement sympathique qui est une Italienne, Madame Mogherini, qui occupe la fonction. Qui est tout à fait charmante, je crois de bonne foi, mais qui a des positions extrêmement malheureuses. Sur l'affaire ukrainienne, par exemple, lorsque la Russie a annexé la Crimée dans les conditions que l'on sait, c'est-à-dire à la suite d'un référendum, tout de même, il ne faut pas l'oublier, eh bien, elle a eu une position caricaturale, elle a traité la Russie comme un État paria, et à mon avis, c'était la dernière des choses à faire. L'Union européenne, par son entremise et par l'entremise de l'ensemble de la Commission de Bruxelles, a mis de l'huile sur le feu à un moment où justement les grands États européens auraient pu servir d'intermédiaire entre la Russie et les États-Unis. La France en particulier aurait pu jouer un rôle ici décisif.
Au lieu de quoi, nous avons chaussé les bottes de Madame Mogherini et du coup, la voix de la France a complètement disparu, noyée au milieu de cette cacophonie. Voilà, j'évoquais Catherine Ashton, le nom de mes Catherine Ashton. Exactement. D'ailleurs, la France est passée à côté de son indépendance d'esprit historique sur de nombreux sujets. La dernière fois qu'elle a fait preuve d'indépendance historique, c'était au moment de la guerre du Golfe en 2003, avec Dominique de Villepin dans son discours. Mais depuis, sur la Syrie, sur la Russie... Exactement, c'est bien ce que je dis, mais on n'a pas été présent, alors d'une part à cause évidemment peut-être du manque de caractère de nos dirigeants, mais aussi parce que je crois que ces dirigeants ont voulu jouer le jeu de la coordination européenne, et ça c'était une très mauvaise chose. Et moi je pense qu'en matière d'affaires étrangères, puisque nous parlons de ce sujet, il est très important qu'un État agisse en toute souveraineté. Ah, c'est important ce que vous nous dites là, parce que là on nous dit ça fonctionne pas parce qu'il faudrait vraiment que l'Europe parle d'une seule voix. Est-ce qu'elle peut parler d'une seule voix en matière d'affaires étrangères alors que nos histoires sont différentes? Eh bien, déjà dans la question, il y a un voilà, peu de réponse, vous donnez vous-même la réponse à votre question. C'est absolument impossible, bien sûr. Chaque État, en fonction de ses traditions, a des alliés traditionnels, a des intérêts à défendre, et ce ne sont évidemment pas les mêmes. Donc on ne peut absolument pas trouver un terrain d'entente à chaque fois en matière d'affaires étrangères. Ponctuellement, c'est bien sûr possible, mais systématiquement, ça ne l'est pas. Et c'est tout le problème de l'Union européenne qui voudrait imposer une règle d'uniformité en ce domaine. Ça ne peut pas marcher. Et nous l'avons bien vu sur l'affaire ukrainienne, qui est à mon avis tout à fait symptomatique. Il est évident que dans cette affaire, certains États européens de l'Est avaient intérêt à marquer leur distance par rapport à la Russie, parce qu'ils ont gardé un mauvais souvenir de leur appartenance à l'URSS. On peut les comprendre. Et eux avaient peut-être intérêt, en effet, à se rallier à la position de Mme Mogherini, qui elle-même, en fait, emboîtait le pas aux États-Unis. Mais nous, dans notre tradition nationale, notre tradition qui notamment a été portée par le général de Gaulle à une époque, eh bien, nous pensons que la France a vocation à jouer un rôle d'équilibre entre les grands blocs. Et là, sur cette affaire précise, on a raté une magnifique occasion, eh bien, justement, de jouer cette carte de l'équilibre entre la Russie et les États-Unis. C'est-à-dire, Gilles Le Breton, vous dites que la France doit rester finalement le porte-parole, même s'il ne peut pas y en avoir, évidemment, puisque par définition, ils sont pluriels, mais en gros, le porte-étendard des non-alignés, ce qu'on appelle les non-alignés. C'est-à-dire respecter les différences, finalement, c'est un peu ça. En quelque sorte. C'est un mot très politiquement correct. Voilà, oui. Mais voilà, dans les en quelque sorte, c'est ça. Oui, je pense en effet que la France n'est pas un aussi petit pays qu'on nous le dit constamment à Bruxelles. On n'arrête pas de nous dire la France est trop petite pour se débrouiller toute seule, mais c'est tout à fait faux. En termes d'influence culturelle, d'influence économique et politique, la France est l'un des plus grands pays du monde encore. Il ne faut pas être obnubilé par les géants que sont les États-Unis, la Chine, la Russie. Nous venons immédiatement derrière. Et ne pas se plier aux diktats, parfois voilà, même linguistiques. Et même, je dirais que quand je dis que nous venons immédiatement derrière, je fais encore trop de concessions à nos adversaires. Moi, j'ai le sentiment, parce que j'ai quand même pas mal voyagé dans ma vie, que la France a véritablement une image particulière dans le monde, qu'on est un petit peu, si vous voulez, hors catégorie d'une certaine façon. Est-ce qu'on l'est encore ? Eh bien, alors c'est-à-dire que ça paraît moins ces derniers temps, puisque, autant vous dire la vérité, notre image a beaucoup décliné sous la présidence Sarkozy, et alors encore plus sous la présidence Hollande. Les deux dernières présidences nous ont porté de rudes coups. Mais il ne tient qu'à un dirigeant qui serait à la hauteur de reprendre ce rôle-là. Les États sont en attente de ce rôle particulier joué par la France. Moi, partout où je passe, on me le dit. J'étais encore récemment en Autriche, à Vienne, où j'ai été accueilli par nos partenaires du FPO, qui sont peut-être en passe de gagner l'élection présidentielle en Autriche. Eh bien, j'ai rencontré ces dirigeants qui m'ont confirmé qu'ils attendaient beaucoup de la France. Et il y a la francophonie aussi, qui nous permet aussi de... Et puis bien sûr, on a un rôle essentiel.
En francophonie, moi je vais de temps en temps dans des pays africains qui sont d'anciennes colonies françaises, mais qui ont gardé un très bon souvenir finalement de leur rapport avec la France. Je pense au Sénégal, je pense à la Mauritanie, qui sont des États que je connais bien. Et franchement, quand je vais là-bas, que je suis identifié comme un Français, je suis particulièrement bien accueilli, parce qu'on porte en commun un certain nombre de traditions, de valeurs, notre langue aussi, bien sûr, et ça crée effectivement tout de suite un rapport de proximité. Comment expliquez-vous? Alors là, j'ai vu ça sur des images qui m'ont vraiment sidéré. On sait que nos ministres français ou nos présidents de groupe, dès qu'ils vont dans un pays étranger, parlent anglais, donnent la brochure en anglais, et puis en fait annonnent quelques mots en anglais. Et j'ai vu 2 vidéos, c'est très facile, on les retrouve très facilement sur Internet, sur YouTube, dans les visites officielles. Il en a fait au cours de ces 3 derniers mois 2. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a été reçu par Vladimir Poutine il y a 2-3 mois. Et j'ai regardé la vidéo, il s'est exprimé face à Poutine en français, et la traductrice faisait le français russe. Et il a été reçu par le président chinois à Pékin. J'ai regardé la vidéo en français, et le chinois faisait la traduction en mandarin aux yeux du président russe. Et à côté de ça, on a des ministres français qui vont le faire en anglais. Ça vous inspire quoi? Ah bah moi ça me choque terriblement, hein. Il faut pas oublier que le français a longtemps été la grande langue internationale, avant l'anglais. Alors certes, maintenant l'anglais nous concurrence, il faut le reconnaître, mais pour autant, nous en tant que Français, nous devons défendre la position de notre langue. Moi personnellement, alors je suis pas bien sûr un chef d'État, mais je suis un parlementaire, quand je vais en mission officielle à l'étranger, je parle uniquement français. Même si je suis capable de me débrouiller en anglais, je pense que ça n'est pas mon rôle de français. La dernière fois que j'étais à Washington rencontrer donc en tant que parlementaire les négociateurs américains du traité transatlantique, le TAFTA, eh bien j'ai parlé français et ça a beaucoup frappé un sénateur américain qui était là qui m'a dit « Ah, monsieur Le Breton, vous me faites terriblement plaisir. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas entendu la langue française résonner dans ces locaux. » Donc, vous voyez, ça veut tout dire. Et c'est un Américain qui vous dit ça. C'est un sénateur américain, assez âgé d'ailleurs, et qui était vraiment content, je crois, sincèrement. Bah évidemment, je pense que sincèrement, ils sont francophiles. Oui. Ils aiment la France. Ils aiment la France. Ils n'ont jamais oublié Lafayette et toute cette histoire. Bien sûr. Donc, on a des liens avec les États-Unis. Faut pas être naïf non plus, hein. Voilà. Mais on a des liens d'amitié très forts. Des liens d'amitié, des liens de respect aussi, parce que les Américains ont compris qu'on est porteur d'une culture qui est quand même différente de la leur, mais qui est évidemment éminemment respectable. Et là aussi, aux États-Unis, je trouve que j'ai été accueilli. Enfin, c'est peut-être présomptueux, mais c'était mon sentiment. J'ai été accueilli mieux que les parlementaires européens d'autres nationalités. Alors, je suis avec Gilles Le Breton, qui est député européen Front National sur la circonscription dite du Grand Ouest. Voilà, c'est-à-dire que ceux qui ont voté Front National et qui nous écoutent, ont voté pour vous, Gilles Le Breton, pour être clair, puisque cette circonscription, ça regroupe les Pays de la Loire, la Bretagne et la Normandie. Non, le Poitou-Charentes. Et le Poitou-Charentes. Il faut comprendre tout ça après. Alors, on en a parlé un peu de politique étrangère, évidemment, puisque vous êtes parlementaire européen. Un mot sur la situation dans notre pays, maintenant, Gilles Le Breton, avec les questions qui se posent sur le climat, on va dire pré-révolutionnaire observé par tous, les grèves, la pénurie d'essence, enfin tout, quoi. Voilà. Oui, ce ras-le-bol, finalement. Le climat social est délétère, avec aussi une cote de popularité de François Hollande qui est tombée à 12% d'opinion favorable. C'est du jamais vu. Et ça aussi, c'est malgré tout inquiétant à certains égards. Ça veut dire que les Français constatent que la crise est là, qu'elle s'aggrave, croient de moins en moins le discours officiel qui leur laisse penser à une embellie possible, mais l'embellie, personne ne la voit. Et comme vous le dites, le climat social se dégrade. Alors, aussi parce que je pense que beaucoup d'électeurs de gauche ne se reconnaissent plus du tout dans l'actuel gouvernement. Et ils sont en train de découvrir avec horreur que ce qu'on disait depuis un bout de temps est vrai, c'est-à-dire que la véritable opposition politique aujourd'hui n'est plus entre la droite et la gauche, c'est terminé, c'est entre les mondialistes et les patriotes.
Et je pense que pour des électeurs qui continuent à se référer à l'ancienne distinction et qui se disent de gauche, vous savez, c'est une invocation un peu magique, se dire de gauche, eh bien, ces gens-là perçoivent confusément que leurs idées sont dépassées et ils s'en inquiètent. Et moi, ce que je veux leur dire, c'est que s'ils prennent conscience de la gravité de la situation, eh bien, il faut aussi qu'ils se rendent compte que la seule façon d'en sortir, c'est de bien comprendre, d'ouvrir les yeux, bien comprendre que maintenant la vraie opposition, c'est entre mondialistes et patriotes, et de voir que les patriotes, eh bien, ils sont dans le camp du Front National. Il n'y a pas d'alternative pour sortir notre pays de la triste situation dans laquelle il est. Il faut se rallier en fait à Marine Le Pen et adopter son programme. Alors, est-ce que cela signifie quelque chose pour beaucoup de gens qui nous écoutent, Gilles Le Breton, mondialiste et patriote? Parce qu'en réalité, on est quand même tous patriotes, même si vous êtes un patron de start-up, on va dire, jeune pousse, qui vit entre Londres, San Francisco, etc. Il est quand même un peu patriote aussi dans son cœur. Est-ce qu'on peut avoir cette caricature aussi brutale, franchement? Alors, je vais être obligé de vous répondre peut-être de façon un peu plus fouillée. Alors, c'est vrai qu'on utilise le mot de patriotisme parce que c'est un mot que les gens comprennent bien. Maintenant, arrivé à ce stade de notre conversation, je pense qu'il faut faire une distinction entre patriotisme et nationalisme. Qu'est-ce que j'entends par là? Le patriotisme, c'est un sentiment. C'est le fait d'aimer son pays. Et en ce sens, vous avez raison de souligner qu'il n'y a pas que les électeurs du Front National qui aiment leur pays, bien évidemment. Alors, quand j'utilise le mot patriotisme, je me réfère aussi à autre chose, c'est-à-dire à une certaine forme de nationalisme. Je me réfère ici à la pensée de l'historien français Michel Vinocq, qui a montré qu'au cours de notre histoire, il y a eu deux types de nationalisme qui ont émergé. Un nationalisme fermé, replié sur lui-même, assez agressif. Donc celui-là, bien sûr, je ne le prône pas. Et puis ce qu'il appelle un nationalisme ouvert, qui a notamment été incarné en France par le général de Gaulle, c'est-à-dire le respect de toutes les nations. Et ça correspond assez à ce que nous pensons aujourd'hui au Front National. Nous sommes porteurs d'une vision du monde qui consiste à penser que les nations sont la réalité politique première et qu'il faut donc respecter leur souveraineté. Donc nous voulons que la nation française soit respectée, mais nous respectons aussi les nations étrangères qui ont le droit d'être souveraines. Et vous voyez que c'est véritablement une vision politique. Nous pensons qu'il ne faut pas raisonner prioritairement en termes de libre-échange mondialisé, que ce n'est pas la finalité première du politique. La finalité première, c'est de permettre à chaque nation de conquérir sa souveraineté, mais bien sûr en vivant en bon voisinage avec les autres nations. N'avez-vous pas 20 ou 30 ans d'avance sur cette vision qui va vous mettre finalement à l'abri, peut-être à l'écart, j'allais dire, de quelques victoires électorales au cours des prochaines années, car l'électeur moyen qui aime bien Macron ou qui va voter UMP ou les Républicains n'a pas le sentiment que les gens pour qui il va voter sont en train, ou peut-être à long terme, déroule un tapis rouge à ce monde très mondialisé qui détruira les souverainetés. Il faut déjà aller un peu plus haut en haut de la tour pour voir ce qui se passe en bas. Oui, peut-être que les lecteurs ne les voient pas encore. Vous avez un peu d'avance là-dessus. Écoutez, j'espère que non. Je pense que les électeurs... Je vous le souhaite parce que ça veut je pense que les électeurs en prennent conscience justement de plus en plus. Si le Front National monte à ce point, malgré certaines campagnes de presse qui sont presque diffamatoire quand même, quand on nous compare à des fascistes, etc. Enfin, on est quand même là très très éloigné de la réalité. Saint-Nazaire, oui. Un de vos cadres a vécu cela, bien sûr, récemment. Bien sûr. Mais malgré ces campagnes-là, nous progressons assez rapidement d'élection en élection. C'est donc qu'il est bien en train de se passer un phénomène. Je pense que si nous progressons, ce n'est pas seulement parce que Marine Le Pen s'exprime bien, qu'elle a un certain charisme, c'est aussi parce que son discours politique est en train de convaincre les électeurs. Moi, je ne crois pas du tout que le vote Front National soit un vote protestataire. Je pense que c'est un vote d'adhésion. C'est-à-dire que les gens se rendent compte que ce que nous disions depuis des années est vrai,
que la véritable opposition maintenant, c'est entre ceux qui sont pour l'abolition des frontières, pour ce que j'appelle le mondialisme, et ceux qui, au contraire, pensent que la meilleure façon d'être heureux chez nous, eh bien, c'est de maintenir un contrôle aux frontières, ce qui n'exclut pas, encore une fois, bien sûr, d'avoir de bonnes relations de voisinage avec les autres États. Et ça, les gens sont en train de le comprendre. On est en train de gagner cette bataille idéologique-là. C'est mon sentiment profond. N'y a-t-il pas un autre clivage très profond en France ? Vous avez évoqué le clivage chez les patriotes face aux mondialistes, certes, mais il y a quand même un clivage dans la conversation courante qui est entre ceux qui payent et ceux qui ne payent pas. Et je parle de la fiscalité. Oui, alors là... c'est un vrai clivage en France. C'est un vrai clivage. Nous, ce que nous pensons au Front National, c'est qu'il faut prendre le sujet de plus loin. S'il y a cette opposition qui est faite entre, je simplifie un peu, les assistés et ceux qui se lèvent tôt, hein, pour reprendre des termes qui sont couramment utilisés, c'est parce qu'on est dans une situation... pas simplement dans votre famille politique. Bien sûr, voilà. C'est parce qu'on est dans une situation économique grave. Donc nous pensons... D'ailleurs, assister n'est pas une insulte, ne signifie pas que dans les assistés, il y ait des gens qui volontairement veulent être désassistés. Il y en a certes, mais il n'y a pas que ça. Assister, ça veut dire je t'aide, je t'assiste dans le problème que tu as. Pour qui manie un peu convenablement notre langue. On ne peut pas laisser nos compatriotes qui sont dans la difficulté mourir de faim. Si jamais un jour j'avais un problème, je demanderais ce que vous m'assistiez. Vous pouvez m'aider. Voilà, c'est ça le terme. Bien sûr, et réciproquement. Si c'est moi qui suis dans la difficulté, vous m'aiderez. Non, bien sûr, mais si vous voulez, on est face à cette situation, mais c'est dû à une situation économique très dégradée. Donc, je crois qu'il ne faut pas raisonner directement en termes d'impôts pour savoir s'il faut soumettre tout le monde à l'impôt, s'il faut alléger les impôts de certains, les alourdir pour d'autres. Je crois que c'est pas ça le débat prioritaire. Le débat prioritaire, c'est de savoir quelles mesures on prend pour redresser la situation économique de la France. Parce que dès lors que nous arriverons à faire redécoller l'activité économique de la France, ça créera des richesses et vous verrez qu'à ce moment-là, plus d'emplois seront créés et cette confrontation à laquelle on assiste à l'heure actuelle entre ceux qui sont du bon et du mauvais côté de la barrière économique, eh bien, cette opposition s'atténuera très fortement. Donc, moi, si vous voulez, je pense qu'il faut pas se tromper de débat. Nous préconisons un certain nombre de mesures. Oui, mais le ras-le-bol est tel, parfois. Oui, mais enfin, il faut expliquer. On a envie d'aller dire, c'est moi qui paye. Voilà ce que vous dites, le petit commerçant au coin. Oui, bien sûr, mais moi, ce que j'explique aux commerçants, c'est que la meilleure façon de sortir de cette situation où ils payent trop, c'est de faire redémarrer l'activité économique de la France. Et pour cela, il faut se rendre à l'évidence. Toutes les recettes qui ont été exploitées aussi bien par la gauche que par la droite, par le Parti socialiste que par le républicain, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc nous proposons une solution radicale. Parce que leur objectif n'était pas de développer l'activité économique en France. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Oui, alors c'est vrai. Ça a marché dans leur objectif. C'est vrai. Quand des préfets disent clairement, veulent faire fermer des entreprises, comme il s'est passé ici lors d'une réunion avec les restaurateurs de plage, qui ont plein de problèmes en ce moment. Les restaurateurs de plage se sont retrouvés à la sous-préfecture et ont expliqué que chacun avait une dizaine d'emplois, que ça allait faire 300 chômeurs. Le sous-préfet a haussé des épaules et il a dit devant 300 témoins, pour ça, il y a Pôle emploi. Donc il a rempli son objectif. Et il a rempli son objectif, mais en l'occurrence, ça n'est pas le mien du tout. Et voilà. Donc, moi, je veux améliorer l'activité économique de la France. Et pour cela, on a des mesures qu'on a expliquées déjà. Je vous en rappelle deux. La première, c'est le protectionnisme intelligent, c'est-à-dire qu'on rétablit des droits de douane, mais pas n'importe comment, uniquement vis-à-vis des produits qui viennent de pays qui pratiquent un dumping social, comme la Chine, par exemple. Par contre, pour les produits qui viendront d'États qui respectent un minimum de règles du jeu, là, on peut continuer évidemment à s'entendre dans les conditions actuelles. Alors, dumping social, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire ceux qui volontairement, comme la Chine, prennent des gains. Comment est-ce qu'on les identifie par rapport à des pays qui, structurellement, parce qu'ils sont en voie de développement, ont une main-d'œuvre qui est faible ? Dans le cas un produit qui vient du Cameroun, par exemple, c'est pas du dumping social au Cameroun. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, mais je vous parle pas du Cameroun. J'ai bien choisi l'exemple de la Chine. La Chine est un pays qui est quand même en plein développement économique, même si ces derniers temps, il rencontre un petit peu plus de difficultés. Et le choix des Chinois, ça a été de développer leur marché à l'exportation. Et pour cela, ils ont fait le choix... Machine de guerre. Voilà, bien sûr, c'est réfléchi. De produire avec une main-d'œuvre à très bas coût social pour
avoir des produits compétitifs. Et nous, le Cameroun n'a pas fait ça, c'est vrai. Nous nous sommes laissés envahir. Voilà, le Cameroun, c'est différent. Avec le Cameroun, il faut raisonner. Puis le mafé, je vois pas trop. Avec le Cameroun, il faut bien sûr raisonner davantage en termes d'entraide. Et coopération. Mais pour des pays comme la Chine, il est inadmissible qu'on se soit laissé faire. Donc, ce que j'appelle protectionnisme intelligent. Et deuxième exemple de mesure, le patriotisme économique, c'est-à-dire contraindre les administrations françaises à consommer de préférence des produits nationaux et aussi persuader, grâce à un système d'étiquetage, les consommateurs d'acheter français. Voilà. Et grâce à un système d'étiquetage adapté, ça peut tout à fait se faire. Voilà. Et ça, ce sont des mesures qui sont deux exemples de ce que nous mettrons en place si nous arrivons au pouvoir pour relancer l'activité économique. À partir de là, l'emploi se portera mieux et à partir de là, bien sûr, on pourra baisser la charge fiscale puisque plus l'activité économique repartira, moins il y aura nécessité d'assommer d'impôts ceux qui en arrivent encore à gagner de l'argent. Parce que c'est ceux-là, évidemment, qui payent. Ça ne peut pas que ce soit les classes moyennes ou supérieures. Voilà, exactement. Exactement. Dernière question, les libertés individuelles. Gilles Le Breton. Peu de politiques pensent aux libertés individuelles en termes de restrictions de développement économique. Et en réalité, quand on réfléchit un peu, allez, je vais prendre des choses très anecdotiques. On sait très bien que l'interdiction de fumer, c'est une bonne chose de ne pas fumer, certes, mais ça a entraîné dans nos cafés en province, dans des zones rurales, la fermeture. On n'a pas réfléchi. On aurait peut-être dû interdire de fumer dans les grands établissements, dans les grandes villes, et peut-être laisser un peu plus de marge, laisser la liberté pour ces petits cafés. Donc ça, c'est de l'emploi. La traque sur l'automobile actuellement fait que les gens partent moins, ont peur, sortent moins le soir. Tous les restaurateurs vous le disent. Ici, vous êtes dans notre studio, à la Baule, on est en zone touristique. On entend des gens qui disent on vient moins souvent, on va moins venir parce que le soir ça devient infernal, il y a des contrôles partout. Voilà, donc on veut nous dire de force, amusez-vous, mais vous avez le droit qu'à votre jus d'orange et votre bouteille d'eau et vous devez rentrer coucouche à 23h sans trop faire de bruit. Et à part ça, quand les restos sont vides, on se plaint, on dit l'activité économique n'est pas au rendez-vous. Et quand vous allez à Madrid, à Barcelone, à Marrakech ou en Italie, ça grouille dans les rues à 1h du matin et à 2h et ça fait la fête. C'est les libertés, ça. Alors, les libertés, d'une façon générale, se portent très mal en France. Alors, vous me citez un certain nombre d'exemples. On n'a pas été dans le politiquement incorrect. Voilà, qui sont pas. Voilà, c'est pas l'aspect le plus intéressant, ce que j'allais vous dire. Si vous prenez, l'exemple des brimades dont sont victimes les automobilistes, c'est sûr qu'on est en train d'en faire de trop là. J'ai vu que les dernières mesures de contrôle de vitesse, à mon avis, commencent à être franchement trop intrusives. Là, ça commence à être inquiétant. On commence à imaginer, rendez-vous compte, d'avoir des boîtes noires dans les voitures pour contrôler la vitesse des véhicules. Enfin, ça devient quand même excessif. Là, il faut s'arrêter. Effectivement, à ce stade-là, la liberté d'aller et venir commence à être mise en danger. Avec un GPS qui dira où on est allé. Exactement, mais oui, parce qu'on est tracé. Alors, mais justement, il y a des exemples qui sont plus embarrassants pour le pouvoir en place. Je pense à la loi renseignement du 24 juillet 2015, qui a été édictée sous prétexte de lutter contre le terrorisme, mais qui en réalité, quand on la lit attentivement, ne concerne pas que la lutte contre le terrorisme. Si cette loi concernait véritablement la lutte contre le terrorisme, je serais naturellement pour. Puisque moi, je considère qu'il faut utiliser tous les moyens pour venir à bout du terrorisme islamiste. Mais ça n'est pas ça du tout. Quand on lit cette loi du 24 juillet 2015, elle permet au Premier ministre de décider seul, après avis d'une commission composée de quelques personnes, de placer qui il veut sous espionnage. Je dis bien qui il veut parce que la liste des motifs est tellement vague et tellement vaste que n'importe qui, alors moi sûrement, vous peut-être en tant que journaliste, nous sommes potentiellement surveillés. Donc c'est quand même très grave, ça commence à évoquer, vous savez, la fameuse société sous surveillance généralisée que décrivait George Orwell dans son roman 1984. Big Brother vous regarde.
on commence à ressembler à ça. Et puis, une autre liberté qui est, à mon avis, gravement menacée, c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression, puisque sous couvert d'observer un langage politiquement correct, on commence quand même à traîner devant les tribunaux n'importe qui pour n'importe quel motif. Enfin, moi, je voudrais vous donner un exemple concret pour pas parler comme ça dans l'abstrait. C'est l'exemple. Tout le monde le sait, vous savez, tous les auditeurs. Oui, mais je vais vous donner conscience, vous allez je vais vous donner un exemple qui, moi, m'a beaucoup choqué en tant que parlementaire. C'est mon collègue parlementaire Florian Philippot qui a osé dire un jour, dans le cadre de sa fonction politique, qu'il soupçonnait le Qatar d'aider Daesh, l'État islamique. Alors ça, c'est pas le seul à le dire, même des journalistes l'ont dit et l'ont écrit aussi. C'est une analyse basique. Ça fait partie d'une analyse assez banale. D'une interrogation, on va dire. D'une interrogation. Et en plus, il s'était exprimé en termes, comme toujours chez Florian, assez mesurés, fermes mais mesurés, sans affirmer quelque chose dont il n'aurait pas la preuve. Eh bien, l'État du Qatar, vous m'entendez bien, a porté plainte pour diffamation. Et que s'est-il passé ? La justice française a demandé au Parlement européen de lever l'immunité parlementaire de M. Philippot. Alors ça, je pense que quand on en est là, ça veut dire que si on n'a plus le droit en tant que parlementaire... C'est le principe de l'immunité même parlementaire. On demande la levée de l'immunité parlementaire quand il s'agit d'un viol, quand il s'agit d'un fait personnel. Qui n'a rien, mais là, pas d'une opinion politique. D'une opinion. Surtout qu'il s'agissait d'une opinion, encore une fois, largement partagée par nos concitoyens. Et peu importe. Alors, heureusement, même si elle n'était pas largement partagée. Peu importe, à la limite. Mais voilà. Mais là, en plus, je pense que le règlement de compte politique était en fait assez évident. Mais alors, heureusement, là, pour une fois, le Parlement européen a bien voulu refuser de soulever cette immunité parlementaire. Mais vous voyez que là, c'est paradoxal. C'est l'Union européenne qui nous a sauvés contre la justice française. Alors, qui n'aurait peut-être pas condamné, au bout du compte. J'espère que non. Mais enfin, déjà poursuivre, c'était trop. Eh bien, merci encore Gilles Le Breton d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes passé aussi à Saint-Nazaire. Vous avez vu les militants du Front National de Saint-Nazaire. Oui, on avait un déjeuner tous ensemble, samedi, très animé et très convivial. Voilà. Merci encore Gilles Le Breton d'avoir fait ce tour d'horizon de l'actualité avec nous. Je rappelle que vous êtes député européen Front National sur la circonscription du Grand Ouest. Merci. Merci.